Bonjour, je suis particulièrement heureux de parler devant les extrêmes jeunesses d'égalité et réconciliation. Je vois que vraiment vous recrutez très très tôt et c'est bien. Mais c'est heureux parce que moi j'ai le sentiment que nous sommes dans une mer de noir. Une mer de noir, excusez-moi, je ne devrais pas employer ce terme. Non pas comme dans le temps, vous avez toujours une baronne qui vous disait on ne dit pas merde en public. Aujourd'hui, on dit très facilement merde. Mais c'est noir qu'il ne faut pas dire. Non, oui, parce qu'on est tout de suite accusé de racisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un de nos ministres, un de nos ministres des Outre-mer, qui s'appelait Paul, je crois. Non, Georges sans S. Georges Paul-Langevin, qui était une Guadeloupéenne, ministre de François Hollande, ministre des Outre-mer, et qui avait eu cette phrase, c'était au moment de l'affaire Rugy. Et l'affaire Rugy, les homards du ministère, et la presse commençait à dire qu'il avait été blanchi. Et Georges Paul-Langevin, donc ministre, avait eu cette phrase que dire qu'il avait été blanchi signifie qu'il était noirci par les accusations. Quand ce vocabulaire attachant une valeur négative à la couleur noire sera-t-il supprimé ? Et depuis ce temps-là, je ne parle plus des années les plus noires de notre histoire, mais des années les plus tristes de notre histoire. C'est plus convenable. Donc, nous ne sommes pas dans une mer de noir, nous sommes dans une mouise universelle. C'est une rupture qui n'a pas de précédent dans l'histoire, pas de précédent dans l'histoire de France, pas de précédent dans l'histoire européenne. On peut penser, par exemple, aux grandes invasions, parce qu'il y a eu un changement assez brutal. Mais le changement brutal a duré 2 siècles et demi. Mais si vous voulez, entre la fin du IIIe siècle et, pour prendre une date, 451, la bataille des champs cataloniques, il y a quand même 200 ans qui se passent, facilement 200 ans. Hein. Tandis qu'ici, là, c'est beaucoup plus rapide, et surtout, c'est beaucoup plus puissant comme changement. Si on regarde la masse des grandes invasions, c'est beaucoup moins en proportion que ce qui nous est tombé dessus en 50 ans, depuis, disons, les années 70. Donc, si on pense aux grandes invasions, eh bien, la rupture d'aujourd'hui est beaucoup plus grave, voilà. Mais on pourrait penser à d'autres ruptures énormes, par exemple la Réforme, parce que c'était une rupture religieuse de grande importance. Mais là aussi, le changement, à la fois des religions allochtones qui sont importées, première chose, mais aussi la désintégration du christianisme en Europe, tout ça c'est beaucoup plus important que la Réforme, et c'est beaucoup plus massif et beaucoup plus rapide. Donc, je prends 2 exemples, parce qu'on ne va pas passer le réveillon là-dessus. Nous sommes en face d'une rupture qui touche à tout, la démographie, l'économie, parce que si on prend la place de l'Europe en 1900, quand j'étais petit, dans les années 60, la France, souvenons-nous, il y avait les États-Unis, il y avait l'Union soviétique à l'époque, il y avait l'Allemagne, et il y avait la France. Et tout le reste du monde derrière. Aujourd'hui, évidemment, nous ne sommes pas dans la même configuration. Même le Japon est en train de réduire sa puissance. Vous avez évidemment la Chine, l'Inde et beaucoup de choses. Nous sommes finalement, économiquement aussi, la rupture est sans précédent. Bon, je ne vais pas vous la faire longue. Je dirais que la rupture est polymorphe, elle est totale, elle est immense. J'ai une formule pour résumer tout cela, c'est que le grand remplacement, qui est une réalité indubitable, le grand remplacement, pour utiliser un mot qui a fait fortune ailleurs, le grand remplacement n'est qu'un détail de la rupture actuelle. C'est un détail important, mais vous savez bien qu'un détail peut être important. Comme un de nos grands penseurs, Jean-Marie Le Pen, l'a établi par ailleurs. Bien. Donc nous sommes devant cette rupture, et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est cette rupture ? Noam Chomsky, grammairien américain, juif gauchiste, fort intelligent, a dit un jour, la population ne sait pas
ce qui est en train de se passer, et elle ne sait même pas qu'elle ne sait pas. La poursuite est profonde, hein, parce que quand vous avez quelque chose d'aussi immense comme changement, reportons-nous justement au IVe, au Ve siècle, les Romains de la fin de l'Empire ne savaient pas qu'ils vivaient la fin de l'Empire. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Et c'est un peu la même chose qui nous arrive. Et je dirais que non seulement la population, mais les élites, ou prétendues telles, ou bien ne savent pas, ou bien font semblant de ne pas savoir. Je citerai un autre auteur qui m'est cher, c'est Jacques Chirac, Dieu ait son âme, ce grand président de la République, qui a dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». C'est une façon de mentir remarquable. Il a dit ça dans un discours sur l'environnement. Donc, il critiquait, je veux dire, à juste titre, la cécité de nos sociétés, mais il lui donnait en même temps une fausse direction pour regarder, parce que le problème n'est pas aujourd'hui, pas du tout l'environnement. S'il y a une rupture qui n'existe pas dans toutes les ruptures réelles que je viens de passer en revue, c'est bien l'environnement. Il n'y a pas de rupture, ni de température, ni de teneur réelle de différents gaz dans l'atmosphère, ni de rien. Il n'y a pas non plus de disparition brutale des espèces. Tout ça, c'est du pipeau, mais ce serait très long. La dernière fois que j'étais venu, on en avait un peu parlé, mais on n'est pas venu pour ça. Donc, Chirac et les élites actuelles, comme un type en Belgique qui s'appelle Charles Michel, c'est pas de si loin qu'ici, vous devez peut-être le connaître, qui dit l'urgence c'est le climat. Partout en Europe, les gens nous disent l'urgence c'est le climat. Or, il n'y a aucune urgence climatique. Hein, aucune. En revanche, il y a des urgences comme ça, dont on ne parle pas précisément, c'est à ça, en particulier à ça que sert le climat. On ne parle pas pendant ce temps-là de la décadence des mœurs, on ne parle pas du déclin de la natalité, on ne parle pas de l'invasion, enfin on ne parle pas de tout ce qui compte. Justement, il faut se poser maintenant la question, à propos de cette mer de noir dans laquelle nous débattons, c'est la question de Foch, du maréchal Foch, de quoi s'agit-il? Alors, c'est une bonne question, mais il faut y répondre. Beaucoup de gens ont une théorie décliniste classique, c'est une évolution naturelle, il y a une crise, alors chacun dit, bon ici il y a certains qui sont marxistes, disent c'est l'hyperlibéralisme qui fait ça, d'autres qui sont au contraire plutôt réactionnaires, qui disent non, c'est le déclin des mœurs, la fin des préceptes de l'Église, d'autres ne voient que l'invasion, c'est l'invasion, alors comme il y a l'invasion, c'est normal, ça casse tout, voilà. Ces façons de voir ne sont pas entièrement fausses. Elles permettent de décrypter une partie de la réalité. Mais il faut essayer, enfin, je me suis efforcé précisément au long de plusieurs essais, d'une douzaine d'essais, de regarder les différentes causes qu'on peut trouver à notre situation. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas plus d'évolution naturelle que de beurre en broche. Il s'agit véritablement d'une révolution. C'est pour ça la première partie du titre, c'est la révolution. On n'est pas en face de quelque chose de fortuit, on est en face d'une révolution organisée. Cette révolution n'est pas née d'aujourd'hui. Je dirais que tout le monde connaît la suite des grandes révolutions qu'il y a eu en Occident depuis le XVIe siècle. Il y a eu d'abord la révolte des gueux aux Pays-Bas, c'est la première des grandes révolutions. Hein. Et ensuite, il y a la révolution anglaise, la révolution américaine, la révolution française, et enfin la révolution soviétique. Mon sentiment, après avoir regardé les choses, c'est pour ça que je cite au début, c'est aussi pour me faire de la pub, hein, tous les essais. Et notamment, il y a un de mes essais antérieurs que j'aime bien qui s'appelle « L'antichristianisme juif », et dont une des thèses une des observations, est que la suite des révolutions
sont une des formes de l'antichristianisme juif. Si vous voyez comment s'est fait la révolte des gueux, comment elle a été financée, quel est le lien, le triple lien juif-maran, maran-protestant, on voit très bien qu'elle n'est pas fortuite. En partie, ce n'est pas que ça, mais c'est une forme dans l'antichristianisme juif. Voilà. Donc, on pourrait dire la même chose d'à peu près tout, sauf la Révolution française, qui est une révolution maçonnique et non juive, mais vous avez notamment dans la Révolution soviétique un tel poids de la juiverie soviétique, c'est même pas la peine d'en parler, il suffit de lire les noms qui sont dans le premier soviet suprême et d'autres organisations de ce type. Alors, donc, nous sommes dans une révolution organisée, et je dirais que le mot révolution a eu d'abord une signification qui est purement géographique et géométrique, c'est la rotation soit de quelque chose sur son axe, soit d'un astre sur un orbite. Hein. Eh bien, pourquoi le mot révolution est-il devenu, en 1680, je crois, ou 1690, le symbole, et positif d'ailleurs, de quelque chose qu'on rénove complètement? Ce n'est pas évident. Hein. Et c'est parce que précisément ces révolutions se sont faites par rapport à l'idée de la République romaine qui a été choisie comme exemple de morale et de bonne organisation politique. Alors, on va pas discuter si c'était vrai ou si c'était faux, hein, mais c'est comme ça que ça a été pris en bien. Et il est très amusant de lire les discours de Marat, notamment, et d'autres, Robespierre, sur cette espèce de Rome rêvée, cette Rome, organisation politique parfaite. Cette Rome, d'ailleurs, qui a été utilisée, la Rome rêvée a été utilisée contre la Rome de l'époque, qui était Rome catholique. Hein. Donc, toutes ces révolutions sont anticatholiques, pas le prouvé pour la Révolution française, avec la constitution civile de Piaget, la Révolution anglaise et néerlandaise aussi, la Révolution américaine, Révolution maçonnique, et la révolution bolchevique, évidemment antichrétienne. In October 1917, the Bolsheviks came to power, proclaiming the slogan, "Religion is the opium of the masses," and set about destruction of places of worship. They burned icons, broke into shrines containing holy relics, and confiscated valuable holy vessels. En fait, moi je pense que le terme révolution est un terme abusif. Je ne sais pas si vous êtes de mathématiciens, quand on faisait les transformations en mathélème, il y avait toutes sortes de transformations, l'inversion, la translation, la révolution précisément, et puis la plus simple, c'est l'inversion. On inverse tous les signes. Le beau devient laid, la femme devient l'homme, le faux devient vrai, etc. Ce qui est en train de se passer, notez-le dans les représentations mentales qu'on se fait des choses des autres, des unes et des autres, tout est simplement inversé. Le patriote qui défendait une frontière devient un sale raciste qui empêche nos frères immigrés de revenir, etc. Bon, je ne sais pas non plus passer des heures là-dessus, parce que c'est évident, cette inversion. Chacun qui peut trouver un exemple dans la vie de tous les jours. Alors, pourquoi le mot révolution ne vient pas immédiatement à la conscience de ceux qui observent? C'est parce qu'on a l'habitude d'assimiler la révolution à quelque chose d'un bouleversement extrêmement brutal, avec des combats, avec du sang, etc. Mais il faut comprendre une chose, c'est que les gens qui mènent ces révolutions ont complètement pris la mesure de l'histoire et ont compris qu'il fallait aller autrement pour réussir. L'homme au couteau entre les dents, il marche pas dans une société telle que la nôtre. Au contraire, dès qu'il y a la moindre brutalité, on se met en arrière et on condamne. Donc, la révolution aujourd'hui, elle est forcément souriante. On appelle ça, d'un mot anglais, non aversive, c'est-à-dire qu'elle
Elle ne produit pas de brutalité, sauf très à la marge chez la police française qui est un peu maladroite, mais à part cela, il n'y a pas de brutalité forte qui pousserait le peuple à se révolter. Et deuxièmement, elle est surtout à très long terme. C'est une révolution progressive, c'est une révolution des rythmes lents, c'est une révolution des processus. Je donne un exemple, c'est de l'ingénierie sociale, si vous voulez. Un exemple très simple, peut-être un ou deux, le mariage pour tous. C'est parti des conférences de consensus de l'ONU dans les années 90, à Pékin, Caire, et d'abord, ce sont comment dirais-je, des résolutions qui sont écrites par des gens très bien, en costume gris et col blanc et cravate à pois, généralement. Et bon, c'est des trucs comme ça, des idées qui sont nationales, qui sont absolument pas contraignantes. Une fois, deux fois, trois fois, ça devient de plus en plus... Et on s'aperçoit que une fois que c'est dans les tuyaux, ça passe par le Conseil de l'Europe. Ça redescend du Conseil de l'Europe au Parlement européen. Alors c'est encore une fois des Danois et des Lettons qui font des textes qui sont votés cette fois-ci. Et puis, 5 ans plus tard, après un travail de lobbying important, ça arrive en même temps, par exemple, en Grande-Bretagne et en France, c'est 2013, vous avez un gouvernement conservateur de Cameron et un gouvernement socialiste français, ils ont le même texte. Et que la majorité soit de droite, et elle était très à droite, sous Cameron, ou de gauche chez nous, le même texte passe. C'est comme ça que passe la Révolution. Il y a eu évidemment quelques manifestations, mais qu'est-ce que les manifestations ils ont manifesté? On les a un peu gazés, terminé. Donc c'est une révolution par le haut des élites ou prétendues telles. Voilà comment se passe la révolution. Alors, donc la révolution est en marche, et maintenant le troisième élément du titre, c'était arc-en-ciel. Alors pourquoi arc-en-ciel? Ben, je vais vous le dire après avoir bu un verre d'eau. Voilà, pourquoi arc-en-ciel? Ben, tout simplement parce qu'on aurait pu... Alors, j'ai un copain qui m'invite à sa radio pour me dire ce qu'il pense, lui, de mon livre, ce qu'il s'appelle Henri de Lesquen, Radio Athéna, et tu n'aurais pas dû dire arc-en-ciel, tu aurais dû dire cosmopolite. Ah, cosmopolite, oui. C'est vrai que cette révolution est mondiale, mondialiste, cosmopolite. Mais d'abord, cosmopolite, c'est un terme philosophique qu'il est difficile de définir, que les gens ne comprennent pas toujours, qu'il faut au moins un mois pour bien fixer. Donc, quel est l'intérêt d'utiliser des mots qui ne disent rien de précis? Arc-en-ciel est, à mon avis, plus intéressant. Pourquoi? Parce que il faut partir des réalités du terrain, de ce que disent eux-mêmes les gens. Le drapeau arc-en-ciel, le premier drapeau arc-en-ciel, c'était le drapeau pacifique, le drapeau de la paix. C'est-à-dire, à l'époque, des gauchistes instrumentalisés par l'Union soviétique, il faut comme le dire. Deuxième drapeau arc-en-ciel, c'est celui que l'on connaît le plus, c'est le drapeau LGBTQ. On s'arrêtera là, d'accord. Donc des gens se revendiquent de cela. Troisième drapeau arc-en-ciel dont les gens se sont revendiqués, c'est dans les années 90, vous ne savez peut-être plus, mais c'était la nation arc-en-ciel, c'est l'Afrique du Sud, l'antiracisme prôné et systématisé. Et le quatrième drapeau arc-en-ciel, on ne s'en souvenait pas non plus, mais c'est dans les années 80 qu'il a commencé à agir. C'est le drapeau, c'est un rainbow flag, c'est-à-dire le drapeau de l'arc-en-ciel précisément, qui est utilisé par les écologistes, maintenant c'est l'environnement. Eh bien, ces 4 choses, ces 4 domaines, donc pacifisme, antiracisme, écologisme, et le quatrième c'était les LGBTQ. En fait, tous des militants
et des façons de travailler communs. Il y a une synergie des subversions. Eux disent convergence des luttes. Moi, je préfère dire synergie des subversions parce que, au départ, je voudrais bien savoir pourquoi M. Mamère à l'époque, et bien d'autres depuis, dans la défense de l'environnement, se sont préoccupés du mariage gay et de l'avortement libre. En quoi ça a un effet direct sur la gestion des forêts ou sur l'état des océans, ou même sur la chaleur qu'il fait? Évidemment non. C'est eux qui, dans leur convergence des luttes, dans leur synergie des subversions, sont les agents d'une même révolution. Donc, ce qu'il faut maintenant, pour continuer à suivre notre petite piste, c'est montrer les 4 subversions principales à l'œuvre. Mais il y en a d'autres, évidemment, qui travaillent ensemble. Mais, par exemple, le féminisme et LGBTQ sont évidemment étroitement liés par le biais des études de genre, par exemple. Alors, ce que me faisait remarquer, je ne sais plus qui, l'un de vous tout à l'heure en bavardant, ça doit être vous, oui, c'est que malheureusement, au départ, l'arc-en-ciel est un symbole positif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont chopé. L'arc-en-ciel, dans certaines religions, c'est le lien du ciel et de la terre, à la terre. Et d'ailleurs, dans la Genèse, je crois, Genèse, chapitre 13, je t'enverrai mon arc pour faire le lien entre l'Éternel et la terre. Et naturellement, comme souvent, les révolutionnaires savent faire ça, ce que nous avons du mal à faire, à bien utiliser la communication. Ils ont chopé un symbole positif à leur profit, parce que en dehors de toute politique et de toute subversion, vous avez, par exemple, une association qui s'appelle l'association de l'Arc-en-Ciel, qui s'occupe des enfants tristes ou des enfants malades, pardon. Et Madame Sophie Marceau, qui n'est pas apparemment très politique, fait partie. Donc, c'est l'utilisation de la bonne image à une fin subversive. Alors, cette convergence, cette synergie des subversions, elle est d'origine. C'est-à-dire que si tous convergent, c'est aussi que tous ont la même origine. On se demande de quand date, si vous regardez, plutôt, de quand ont commencé les grandes campagnes antiracistes, quand ont commencé les grandes campagnes écologistes, vous voyez que c'est une même date. Début des années 70, conférence de Stockholm de 1972, loi Pleven sur l'antiracisme, 1971, 1969, la convention de l'ONU sur la répression de tous les racistes, tout ça c'est à ce moment-là. Pourquoi à ce moment-là? Parce que c'était quelques années après la fin de la guerre froide. Il y a eu donc à ce moment-là des tas d'instituts, je ne vais pas la faire longue, donc je ne vais pas vous les énumérer, qui ont réfléchi, des think tanks comme on dit maintenant, qui ont réfléchi à la convergence des blocs. C'est-à-dire à ce qui allait venir après la fin de la guerre froide, ce qui allait remplacer, comment allait être la Terre après. Et toutes ces réflexions ont abouti à ces changements institutionnels et juridiques qui ont eu lieu à cette époque-là. C'est donc ce qui nous arrive. C'est pour ça qu'on a quelquefois du mal. Les uns disent oui, c'est très coco ce qui nous arrive. Et les autres qui disent oui, c'est très hyper-libéral ce qui nous arrive. C'est normal. C'est normal puisque c'est précisément ça qui est arrivé. C'est la réflexion de toutes ces élites pour lesquelles l'identité, la nation sont comment dire, des obstacles. Donc le monde auquel ils ont réfléchi ensemble est par construction dirigé contre la nation, contre l'identité.
Je dirais, j'ai une petite formule sur Macron, parce que c'est quand même notre leader massimo, Macron. Et je trouve que c'est Wall Street et en même temps la CGT. C'est pour ça dire qu'il se démerde très bien dans l'affaire qui se passe. Vous avez au départ des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'était vous, moi, n'importe qui. C'était pas très structuré, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose de très profond. Non, on ne veut pas justement de cette révolution, de cet empire qui s'avance. Alors, il y en avait qui disaient simplement, non, j'en veux pas parce que ça me coûte cher, je ne veux pas payer la taxe. D'autres qui réclamaient ceci, cela. Mais je dirais, le cri du peuple, ce que les anciens appelaient la vox populi, était juste. Alors après, naturellement, le pouvoir a fait tout ce qu'il pouvait pour déraper, notamment avec les Black Blocs qui ont servi de provocateurs, et la police qui a tapé dessus, les gens qui se faisaient taper dessus n'étaient pas contents. Alors, tout ça, ça soudait quelque chose qui est tout à fait faux. C'est-à-dire qu'on arrive des gilets jaunes, qui était quelque chose d'extrêmement sain et naturel, aux grèves ou la CGT. J'en parlais avec un ami tout à l'heure. Oui, on peut très bien être CGT au départ, mais je crois qu'aujourd'hui, avec monsieur, comment s'appelle-t-il, Martinez, je ne crois pas que c'est quelque chose qui puisse aider le pays à s'en sortir. Au contraire, puisqu'on s'enferme dans une vieille rhétorique, au lieu, encore une fois, d'ouvrir les yeux sur ce qu'on a devant nous. Ce qu'on a devant nous, c'est les affiches totalement ahurissantes, soit d'un lobby, soit d'un autre, et dans les rues, on ne peut simplement pas marcher si on a envie d'être chez soi. Un autre camarade disait tout à l'heure que, citant la fable du chien et du loup de La Fontaine, où vous savez que le chien est très beau, il est gras, luisant, puissant, et le loup tout est flanqué, et il a envie de faire comme le chien. Mais à un moment, il remarque la marque du collier. Et c'est le problème, c'est que toute notre société a la marque du collier. On ne peut s'en sortir qu'en enlevant le collier, tout simplement. Pour reprendre la question de la plutocratie, parce que on dit quelquefois, mais oui, mais tout ça c'est très simple. Plus rien, plus d'identité, des individus tous semblables à eux-mêmes, tous semblables au même modèle. C'est merveilleux pour les gens qui veulent leur vendre quelque chose. C'est les plutocrates à l'œuvre. Et oui, bien sûr, mais regardez Soros. Regardez, comment s'appelle-t-il, Rockefeller. Regardez Rothschild. Du fric, s'ils en font un peu plus, ça ne va pas leur faire de peine, bien évidemment. Mais c'est pas ça qu'ils cherchent. Rockefeller, quand il a commencé à lancer le CFR et le... Comment ça s'appelle, enfin, une autre organisation, il a en même temps refusé d'entrer dans toute position de pseudo-pouvoir aux États-Unis. On lui avait proposé un poste de ministre. Il a refusé. Parce que, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi la voie de l'influence. Notamment, il a fait un institut de formation. Et pourquoi? Parce qu'ils savent très bien comment le vrai pouvoir s'exerce. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est travailler pour le bien de l'humanité. Ce sont tous des philanthropes. Mais c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment changer le monde, changer l'homme pour que les choses aillent mieux, comme ils pensent que les choses vont mieux, naturellement. C'est-à-dire que se mettre en place une espèce d'immense tyrannie mondiale pas de la gentillesse, mais de la bienveillance. Oui, il faut que les choses aillent mieux. Voilà. Et c'est donc ce qui leur importe, c'est ce qu'on peut faire avec l'argent, c'est pas l'argent. Ce qui leur importe, c'est de changer le monde avec leur argent et leurs bonnes idées, entre guillemets. Souvenez-vous de Blair et Bush, quand ils sont allés en Irak, quand l'histoire des armes de démolition, de destruction massive, ça a quand même fini par être découvert, cette espèce de fake. Bon,
Alors à la fin, ils ont dû changer leur fusil d'épaule et ils sont allés donc en Irak. Je me souviens de la déclaration de Blair, là, très peu de temps avant le déclenchement. Eh ben, c'était pour défendre le peuple irakien et installer la démocratie. Voilà. C'est ça la révolution, c'est l'utilisation du droit, du progrès, de l'état de droit pour le bien. Et le mal, qui c'est le mal? Eh bien, c'est précisément c'est les loups. Les loups sont méchants, les chiens sont gentils. Les loups sont méchants, ils veulent rester indépendants, ils veulent l'identité, ils veulent la souveraineté, ce sont des loups. Il faut les abattre, les pendre comme Saddam, ou les éliminer plus simplement, parce que, voilà. Alors, les 7 couleurs du bien, ce sont les 7 lignes du drapeau arc-en-ciel. C'est-à-dire que l'arc-en-ciel, pour arriver à ce monde ouvert, ce monde bien, l'open society de notre ami Soros, c'est le monde du bien, il n'a pas de frontières. C'est-à-dire, pas de frontières, évidemment, de race. Hein. Si vous dites qu'un noir est un noir, un jaune et un blanc, c'est très mal. Mais pas de frontières non plus, on vient d'en parler, pas de frontières de nation. Pas de frontières de sexe. Homme, femme, c'est pas très clair. Les genres, il y a les non-genrés, les plurigenrés, les scoliosexuels, parce que j'ai lu ça, je sais pas, je m'y perds. Il y a ceux qui ne sont pas attribués, puis il y a les fluides, les gender fluides. Oui, ça, c'est très bien parce que, comment s'appelle-t-il, pardon, Harry et Meghan, bon, qui font parler d'eux en ce moment. Et ils avaient été salués par l'Institut, ne les a pas salués, mais tout ce qui pense bien les avait salués quand Meghan avait affirmé « Nous n'élèverons gender fluid ». Alors ça, je trouve ça très bien, le gender fluid, donc on ne choisit pas pour lui, et il sera femme ou il sera garçon. Et le gender fluid, ça permet aussi d'être certains jours femme et le lendemain garçon, un peu comme on le sent. C'est toujours ça remarquable. Hein. Ça, c'est bien. C'est vraiment sans frontières, c'est arc-en-ciel. Voilà. Mais il n'y a pas, je pensais, il n'y a pas de frontières non plus dans les religions. Et pas de frontières. Le dernier truc qui vient d'être trouvé, c'est quand même l'antispécisme. Les véganes, on dit vegan, je sais pas, je suis pas anglais, donc vegan. Et vegan, bon, non seulement ils cassent les vitrines des boucheries, mais ils sont antispécistes, comme Émeric Caron, qui voudrait nous empêcher de écraser les moustiques. Évidemment, puisque un poireau vaut un prix Nobel et un moustique vaut un chameau ou un lion. Voilà, donc c'est la société proprement sans frontières. Alors, cette société sans frontières, dont le devoir et le bien, c'est l'ouverture totale. Bon, mais il y a quand même des piliers moraux de cette organisation. Le premier pilier moral, vous le connaissez, c'est l'antiracisme. Et l'antiracisme, c'est quoi, fondamentalement? C'est le combat contre la haine. Alors, le crime de haine, c'est ce qui n'est pas pensable. Tout ce qui est fait contre la haine est bien. Et vous le voyez sur Internet, si comment dirais-je, un contenu est signalé et que c'est un contenu de haine, bon, comme la loi Avia vient de repasser, elle vient d'être revotée, malgré le Sénat, ça veut dire que si demain une plateforme admet une phrase ou un papier que vous avez écrit, puis c'est un papier, sinon c'est écrit. Mais donc si elle l'accepte, que M. Duchemol envoie un signalement comme quoi cet écrit serait manifestement haineux, non seulement évidemment il est retiré, vous serez éventuellement poursuivi au pénal. Mais la plateforme, si elle ne l'a pas supprimée dans les 24 heures, est susceptible d'être poursuivie elle-même et d'avoir une amende de 250 000 euros. 250 000 euros. Quand même fantastique. Et ça,
sans intervention d'un juge. C'est-à-dire que l'algorithme de Facebook va, par exemple, sur dénonciation du Schmoll ou Simon ou Moïse, eh bien, tout de suite, pof, 250 000. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire que la haine n'a plus besoin d'un tribunal. On sait de toute façon que les tribunaux nous donnent toujours tort. Mais là, il n'y a même plus besoin d'une intervention d'un juge. Les mauvais, les loups, les salauds, les nazis, tout ce qu'on veut, sont fusillés sans jugement. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est là une des grandes avancées de notre révolution. Il y a un autre fondement de la morale arc-en-ciel, qui est la vérité à court forcé. Alors, là, un monsieur qui s'appelait Verdier, qui s'occupait de la météo à France 2, a été viré, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, 3 ans, parce qu'il a été dit négationniste du climat. Donc, parce qu'il y a l'obligation de croire que non seulement le climat se réchauffe, ce qui a été vérifié entre 1950 et 2007, mais on ne sait pas si ça va continuer, mais ça a été vérifié, l'augmentation de la température. Mais il faut aussi croire que c'est d'origine humaine. Si vous ne croyez pas cela, vous êtes négationniste. Alors, on l'a dit à l'époque et ça a été redit, parce que je suis ça avec assez d'intérêt, par une dame qui s'appelait Claire Nouvian, qui était écologiste et dans la liste de Glucksmann à Paris pour les municipales. Donc voilà, il y a une vérité à court forcé, et le terme négationniste est particulièrement agréable, parce qu'on voit bien d'où il vient. C'est-à-dire que la mère de toutes les vérités à court forcé, c'est de penser que 6 millions de pyjamas rayés ont été éliminés sur ordre et volontairement. Bon, de ça, je ne vais pas vous parler ici, parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Et puis, moi, j'ai toujours conseillé, comme il y a une loi pour dire que c'est vrai, je me plie à la loi, c'est vrai. C'est une vérité à court forcé. Quand je dis court forcé, parce que c'est une analogie avec les monnaies. Quand vous alliez en Union soviétique, il y a quelques années, vous avez des roubles. Puis à la sortie de l'Union soviétique, ce qui vous restait, vous le donniez à votre interprète. Lui, ça lui servait beaucoup. Mais vous, c'est ça. Une vérité, une monnaie à court forcé est liée à l'ère où elle est utilisée. Hors de l'ère, elle n'a plus beaucoup de valeur. C'est comme le franc malgache, c'est très intéressant, c'est joli d'ailleurs. Mais si vous sortez de Madagascar, ça vous servira très peu. Et ben voilà. Donc nous avons des vérités à court forcé, mais c'est très très important. C'est ça qui fait que la morale de l'arc-en-ciel est indiscutable. Vous n'avez pas le droit de discuter de la Seconde Guerre mondiale, vous n'avez pas le droit de discuter du climat. Voilà, c'est pas simple. Alors certains... Maintenant, on peut parler des moyens. Après la Révolution, il y a la morale ensuite, et il y a maintenant les moyens. Et les moyens, parmi les moyens vraiment les plus utiles, les plus utilisés du moins en ce moment, il y a l'écologisme. Parce que, ils ont trouvé pour accélérer leur terrorisme, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un terrorisme. En 1969, Uthant était un Birman. Il était secrétaire général de l'ONU. Et il a dit à l'ONU, nous avons 10 ans pour sauver la Terre. Et maintenant, depuis, nous avons 10 ans pour sauver la Terre. Ils ont fait ça pendant 40 ans. Et puis après, ils ont dû trouver autre chose, parce qu'en plus, ils se fatiguent. Un secrétaire général de l'ONU, quand il arrive en poste, il dit « nous avons 10 ans pour sauver la Terre », ça emmerde tout le monde. Alors là, ils ont trouvé quelque chose de beaucoup mieux, une petite jeune fille, une pauvre... Non, c'est vrai, en plus, c'est vraiment dégueulasse, parce qu'ils ont été choisir une Suédoise moche, alors qu'il y en a quand même pas mal de jolies, et elle est malade, en plus. C'est vrai, c'est une petite malade. C'est répugnant, et c'est ses parents
qui l'ont mise en scène, parce qu'on sait maintenant que c'est son père qui rédigeait les... Donc c'est vraiment à vomir, hein, parce on vomit à juste titre sur Gabriel Matzneff, mais encore lui a-t-il du talent, mais là ça s'appelle du macrotage de l'enfant, c'est une sorte de pédophile-manie, je trouve, mais enfin, quoi ils ont trouvé la petite Greta, et... là, ils ont changé de rythme. C'est pas, nous avons 10 ans pour sauver la Terre, il nous reste 18 mois, tellement ça va vite. 18 mois pour sauver la Terre, alors que les enfants fassent la grève, donc c'est très rigolo, comme des enfants de 15 ans qui font la grève pour sauver le climat. Dans le temps, il y avait ce qu'on appelait, peut-être que certains d'entre vous sont-ils catholiques, nous avions les rogations. Alors, monsieur le curé avait porté son étole, il y avait l'enfant de cœur. J'ai une photo de Jean-Marie Le Pen en enfant de cœur pendant l'érogation, c'est très joli. Et il mettait des pétales de rose, et puis les fidèles priaient pour avoir un peu de pluie, parce que c'est quand il n'y avait pas assez de pluie. Mais je trouve ça pas mal. La supériorité de la régulation sur la marche de climat, il y en a deux. D'abord, quelquefois, ça marche, hein, parce que si vous avez de la chance, eh ben, il pleut. Et c'est très bien. Et puis, deuxième chose, les gens qui font l'érogation ne prétendent pas avoir la science du climat. Ils prient pour avoir un peu de pluie chez eux. Et puis c'est tout. Donc, c'est-à-dire que là, les marches pour le climat, vous savez que ça sert à rien. Ça n'aura jamais marché. Et ça ne marchera jamais. Et deuxièmement, ça prétend savoir comment marche le climat. Alors qu'évidemment, si Greta Thunberg sait comment marche le climat, moi je suis Mohamed Ali, à peu près, c'est de ce même niveau. Évidemment, d'ailleurs, tout est mensonge, mais tout est mensonge. Par exemple, regardez ce qui se passe en Australie. On parle beaucoup des feux en Australie. Il y a des feux en Australie, mais des feux qui n'ont aucune mesure avec les feux de 1975. Or, hier soir, j'ai regardé, je ne sais pas pourquoi, pure bêtise de ma part, il y avait deux spécialistes, entre guillemets, sur BFM. Et les deux ont osé dire qu'il n'y avait jamais eu de feu comparable ou supérieur. Voilà. On n'est plus aux interprétations difficiles, on est aux mensonges purs et simples, mais des mensonges autorisés parce qu'ils sont spécialistes, parce qu'ils répandent une vérité à court forcé. Mais on pourrait simplement en rire, parce qu'on aime bien rire, mais c'est pas drôle du tout, parce que quand Charles Michel et les autres disent qu'il faut avant tout se concentrer sur le climat, ça veut dire le climat sert à changer complètement notre vie. Alors là, c'est dans les textes de l'ONU, il faut avoir un nouveau paradigme. En particulier, ça change notre économie, parce qu'il faut non seulement on taxe évidemment tout ce qui n'est pas bien climato-compatible, mais on se met vis-à-vis de tous les autres dans le monde dans une situation d'infériorité dans la concurrence. Vous pensez que les Chinois respectent nos normes? Non, évidemment, ils investissent massivement dans le charbon parce que ça coûte pas cher. Et ça coûte pas cher puisqu'on fait tout pour ne pas en acheter. Donc les prix baissent. Et donc, non seulement nous sommes en difficulté économique, mais nous nous mettons en sur-difficulté économique. Bon, ce qui est vrai pour l'économie est vrai pour tout. Nous n'avons plus le droit de manger de la viande. Bon, du saucisson, j'en parle même pas. Mais même de la viande de poulet, ça va devenir grave. Donc, on est dans une obligation de changer radicalement par le moyen principal aujourd'hui est l'écologisme. S'il y a un autre, parce que tout le monde a compris sur l'environnement à quoi ça servait, pas l'environnement, parce que l'environnement, il est utile et bien de le défendre. Je n'ai pas attendu ces crétins pour aimer la nature. Donc, ce n'est pas la question. C'est l'écologisme qui est un crime et un vecteur du totalitarisme, et non pas l'écologie. Bon, ça, c'est tellement évident. Bon, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la révolution arc-en-ciel, c'est probablement ce qu'il y a de plus laid et ce qu'il y a de plus bête, c'est le féminisme. Ça, le féminisme, c'est quelque chose d'horrible. Il faut bien voir à quoi ça remonte. Ça remonte à Simone de Beauvoir et à quelques gouines folles américaines. Voilà. Mais c'est intéressant uniquement sur une chose, c'est que c'est un
une grande négation de la nature. Nous sommes dans un mouvement révolutionnaire qui a pour fin la fin de la nature. Les révolutions du 19e siècle, surtout les changements mentaux du 19e siècle, étaient au contraire, il y a eu le naturalisme, c'est-à-dire l'idolâtrie de la nature. Et cette idolâtrie de la nature avait pour fonction d'équiller simplement la chrétienté. Hein. Mais à l'époque, la nature, c'était tout. Et puis, voilà. Aujourd'hui, au contraire, la nature, c'est rien. Voilà. On en parle beaucoup en ce qui regarde l'environnement, l'écologiste, mais on ne la connaît pas. Ah, ben, moi, ma préférée était Cécile Duflot, qui situait le Japon de l'hémisphère sud. C'est remarquable. J'aime bien quelqu'un qui est vraiment... Mais nouille taillée dans la nouille, hein, ça fait plaisir. Bon, mais aujourd'hui, la nature n'a plus de valeur, il n'y a plus... c'est existentialiste, on répute qu'on est ce qu'on veut être. Mais je suis désolé, les chromosomes vous disent bien quelque chose. D'ailleurs, les performances sportives vous disent bien quelque chose. Et ce qui est d'ailleurs très rigolo, hein, voilà, c'est les sportifs qui veulent devenir sportifs. Ce qui est un scandale, évidemment, parce que tout le monde sait que le taux les performances dépendent du taux de testostérone. Alors vous aviez un Cubain, là, ou une Cubaine, qui a voulu faire une Cubaine. Alors là, il faisait une 48 au 800. Bon, une 48, c'est pas un bon aussi. Personne ici ne le ferait. C'est un temps de bon amateur, très bon amateur. Évidemment, le record masculin, c'est une 40. Hein. Mais alors, il s'est déclaré femme. Ah ben, il a gagné, bien sûr. Mais alors après, quand même, les gens lui ont dit, oui, attention, là, il y a une espèce de dopage naturel, vous avez un taux de testostérone. Et alors, c'était une discussion entre différentes chapelles féministes, parce que, oui, il se dit femme, mais il n'est pas vraiment femme. Alors c'était terrible. Alors finalement, le comité olympique lui a demandé, ce que vous allez faire, c'est prenez des hormones femelles pour pouvoir descendre votre taux, quoi. Hein, comme ça, tout le monde sera d'accord. Et bien, il a fait ça. Il a commencé à faire une 52. Enfin, il est remonté vers. Il a perdu ses avantages, simplement. Parce qu'évidemment, il a fait de moins bons résultats. Il a fait une 52, une 50, au fur et à mesure de 55. Et il se fait battre par des filles. Ce qui est normal, vu que c'était un garçon. Non, justement, c'était redevenu une fille. Enfin, on se mord la queue comme on veut dans cette affaire-là. C'est à hurler de rire. Les histoires sportives, il y avait un tennisman qui était un très très mauvais tennisman et qui a décidé d'être une fille. Et là, il a joué en double avec Navratilova, mais bon, il était fille comme... je dirais pas comme moi, mais si, comme moi, à peu près. Alors, j'aimerais dire, oh là là, oui, encore deux mots sur ce que j'appelle les armes de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire les manipulations mondiales de l'opinion qui permettent justement de parler de communication. Eux, ils savent très bien faire ça. Et pour changer un peu, on ne va plus parler ni de féminisme, ni d'écologie, on va parler de santé. Parce que je pense que la révolution arc-en-ciel n'arrive pas par le sang, mais elle arrive, comme toutes les révolutions, par la peur. La peur est souvent beaucoup plus efficace que le mal, et donc la révolution est terroriste. Et elle agit notamment par les grandes institutions supranationales. Je prendrai l'exemple de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a manipulé l'opinion depuis 10 ans sur toutes les questions de pandémie. Par exemple, elle nous a fait très peur avec Ebola, qui est une saloperie, mais qui n'a jamais, quand on regarde les choses tranquillement, eu le statut de pandémie. Ça a un statut de petite épidémie locale. Bon, alors au contraire, il y a eu le H1N1, le virus de la grippe, c'est une véritable pandémie. Et vous vous souvenez qu'on
on a vacciné en masse, dans tous les pays. Il y a même, je ne sais pas combien de millions de doses qui sont restées sur les bras en France, parce que les gens n'avaient pas tellement envie de se faire piquer. On n'aime pas ça, se faire piquer. C'est notre côté loup, on n'aime pas se faire piquer, quoi. Bon. Et donc, ça a été en plus un scandale financier. Mais en dehors de tout cela, effectivement, il y a eu énormément de malades. Les gens de l'OMS avaient dit, on prévoit 30 millions de morts, tant il y aura de malades, voilà. Eh bien non, il y a eu beaucoup moins de morts avec l'H1N1 qu'avec la grippe de tous les ans. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'était hyper contagieux, mais c'était en même temps hyper bénin. C'est comme si il y avait 250 millions de rhumes, ça ne fait pas 30 millions de morts. Voilà. Et tout est à l'avenant. Il n'y a pas eu une affaire de l'OMS qui s'appuie sur quelque chose de solide. En revanche, ça habitue, parce qu'on est toujours dans l'ingénierie sociale, et ce qu'on appelle le contrôle social, on devrait dire domination. Contrôle, c'est un anglicisme. La domination sociale, parce qu'on apprend aux loups à devenir des chiens. Voilà. Et là, c'est clair, ça a parfaitement marché. Bon, j'ai déjà parlé de Greta, de notre petite copine Greta, dont je ne reviendrai pas, mais je voulais justement un terme que j'aime bien, c'est les balilas de l'arc-en-ciel. Les balilas, pourquoi les balilas? Parce que le fascisme avait des jeunesses qu'on appelait les balilas. Eh bien, la révolution arc-en-ciel passe beaucoup par les enfants. D'où la nécessité de mettre les enfants à partir de 3 ans à l'école, d'où tout ce qu'on nous bassine déjà en primaire sur l'identité de genre, sur l'éducation sexuelle. On passe par les enfants, de sorte que les enfants soient les instituteurs et les surveillants des adultes. Hein. Voilà, ça c'est les balilas de l'arc-en-ciel, on peut dire la Blanquer-Jugend, parce que c'est ça, on passe par comment s'appelait-il le plus méchant là? Avant Najat Vallaud-Belkacem, Payon, l'horrible Payon. Il l'a dit en propres termes qu'il fallait arracher tous les enfants à leur déterminisme. Ça veut dire sabrer la famille et leur inculquer ce qu'on veut qu'ils redisent. Bon, on a déjà parlé des gens qui vous surveillent sur Internet, mais pour ça c'est très très important. Même je reviens une seconde, c'est qu'avant, dans le temps, du temps d'Orwell, on avait besoin d'un grand surveillant qu'il appelait Big Brother. On n'avait pas besoin. Vous avez sur chaque site, sur chaque réseau social, vous avez une case qui est signaler un contenu. Donc, si quelqu'un dit que vous avez dit qu'il fallait pas, il va cliquer. Donc on a même des millions et des millions de Little Sisters and Brothers. On a un totalitarisme qui est participatif. Ça c'est très nouveau et c'est très fort parce qu'il n'y a plus besoin de... La police de la pensée se fait toute seule. Ils sont costauds, comme vous le disiez tout à l'heure. Ils sont très costauds. On peut dire une chose qui revient, mais de façon récurrente tout le temps, c'est, dans les astuces du sondage, c'est les populistes, ce sont des imbéciles, sont des nucrades, etc. Pourquoi? Parce que plus on monte dans les bacs plus 10, plus 15, moins on vote populiste. Ben oui, c'est vrai. Parce que l'éducation n'est pas seulement une fabrique de crétins, ça c'est autre chose, hein, mais c'est aussi et d'abord une fabrique qui s'appelle de citoyens, ayant les moyens d'être citoyens. Eh bien, c'est-à-dire que ces citoyens sont précisément les chiens dont on parlait tout à l'heure. Les chiens, donc, ils font où on leur dit de faire. Et plus on a été, effectivement, c'est pour ça il vaut mieux, hein, si un enfant est doué de ses mains, le laisser partir le plus tôt possible, hein, parce que il sera moins embrigadé. Il y aura quand même les jeux vidéo, il y aura quand même la télé, il y aura quand même le cinéma. Il y aura tout ça pour l'embrigader, mais au moins, il échappera à la fabrique des crétins. C'est déjà quelque chose. Bon, je ne vais pas vous parler de publicité dans les armes, parce que c'est tellement évident. Bon, j'ai trouvé quelque chose
la propagande leucophobe extraordinaire dans toutes les publicités. Ouais, toujours. Le début, ça commençait dans les années 90. Je m'en souviens, j'étais encore en Asso Hebdo. Il y avait c'était encore à l'époque assez symbolique. Il y avait un superbe étalon noir qui montait une superbe jument blanche. Bon, tout est dit, mais c'était dit encore avec une image. Aujourd'hui, tous les couples qu'on vous qu'on vous montre, les 3/4, les 9/10 des couples publicitaires qu'on vous montre à la télé ou sur les affiches, c'est un étalon noir et une jument blanche. Enfin, je ne parle pas, vous avez compris. Bon, c'est un monsieur noir et une dame blanche. Voilà. Et, en sport également, la promotion des Noirs par le sport, je parle notamment l'équipe de football, mais pas seulement, et me paraît clair. D'ailleurs, il y a un endroit où ça me paraît aussi tout à fait naturel, où ce n'est pas une promotion, c'est dans le sprint, parce que statistiquement, encore une fois, mais ça, c'est raciste de ma part, les Noirs sont de meilleurs sprinteurs que les Blancs, statistiquement. Voilà. Mais en général, ça, c'est la part de réalité dont on se sert pour mentir. Voilà. On pourrait faire les mêmes considérations et très longuement sur les Miss. Hein. Sur les Miss, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ça sera pour la prochaine fois. Hein, parce que, justement, il y a une suite à la Révolution arc-en-ciel. Ça sera l'Empire arc-en-ciel. Et là, on fera un développement très long sur les Miss. J'adore les Miss. D'abord, c'est plus agréable à regarder que les féministes. Mais en plus, on en tire les mêmes informations. Alors, la propagande androphobe est claire aussi. Je voulais quand même revenir, peut-être terminer, sur le pire des crimes. Parce qu'une question m'a été posée tout à l'heure, comme disait le général de Gaulle, on m'a demandé de définir l'antisémitisme. Donc, le pire des crimes aujourd'hui, vous êtes d'accord que c'est l'antisémitisme. Si vous êtes sexiste, machiste, très mal. Vous êtes raciste, vraiment... alors, si vous êtes antisémite, hein, c'est vraiment grave. Hein. Bon, eh ben, je me suis demandé... comment on pouvait définir l'antisémitisme, et je vais faire la réponse que j'ai faite tout à l'heure. L'antisémitisme n'existe pas. Parce que si vous étudiez l'antisémitisme de la Perse dans les années 700 avant Jésus-Christ, ou 500 plutôt, et si vous étudiez les lois de Nuremberg, on n'est pas du tout sur le même phénomène. L'antisémitisme a été forgé par des polémistes. Notamment, Bernard Lazare, auteur juif, avait fait pendant l'affaire Dreyfus un livre qui s'appelle l'histoire de l'antisémitisme. Et il dit, bon, je résume, il dit, un phénomène aussi récurrent que l'antisémitisme ne peut pas exister tout seul. Il faut qui a été dans tant de pays à tant de moments différents, ne peut pas exister tout seul. Il faut qu'il y ait quelque chose chez les Juifs qui le provoque. Ça, c'était la thèse de Bernard Lazare. Aujourd'hui, il serait fusillé. Hein. Bon. Mais, comment dirais-je, Sartre, dans la réflexion sur la question juive, lui, du contraire, c'est l'antisémite qui fait le juif. C'est-à-dire, c'est le regard malade de l'antisémite qui crée le juif, sinon il n'y aurait pas de juif. Bon, alors, évidemment, aujourd'hui, c'est pas du tout à la mode, parce que la communauté juive, je trouve ça, à juste titre, insultant. C'est pas parce que je regarde, oh, c'est idiot d'ailleurs, c'est pas parce que je regarde ici, et s'il n'y avait rien, je ne dirais rien. Hein, et dire que rien, c'est rien, s'il y a quelqu'un qui est là, c'est l'insulter. Donc, alors, il y a aussi notre ami, comment s'appelle, Léon Poliakov, qui a prétendu écrire une histoire de l'antisémitisme, qui fait deux gros pavés chez Pluriel, vous l'avez peut-être lu. Moi, j'appelle ça aussi un gros pamphlet, parce que ça n'a rien d'historique. Et donc, qui part de l'exil de Babylone, donc au VIe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Mais tout ça, c'est tout simplement du pipeau, ou plutôt du verbalisme. On promène sur 3000 ans, bon, 2500, 2600, 2600 ans, un mot. Mais le mot n'a aucune consistance.
Encore une fois, je vous prenais tout à l'heure un exemple en mathématiques. Quand vous définissez une fonction, vous la définissez sur un intervalle, sur une période. Et une fois elle est définie, une fois elle n'est pas définie. Le mot antisémitisme, vous le promenez comme ça. Mais la réalité que vous visez, elle est définie pour un certain type de réalité entre 600 et 300, 900 ans, 600 avant et 300 avant. Mais c'est pas du tout la même réalité. Vous lui donnez le même mot, mais c'est du pur verbalisme. Pas du tout la même réalité qu'entre 1850 et 1950. Donc, ma profonde certitude, c'est que l'antisémitisme est le pire des crimes, mais qu'il n'existe pas. Ça ne veut rien dire. Il y a l'antijudaïsme sociétal, des marchands perses qui étaient roulés par d'autres marchands, qui étaient pas contents contre les autres marchands, ça existe. Puis ils trouvaient qu'ils avaient leur charia à eux, que c'était pénible, d'accord. Ben ça, c'est un antijudaïsme sociétal que vous retrouvez ailleurs, en d'autres temps. Bon, mais vous avez aussi l'antijudaïsme religieux, qui est évidemment celui de la chrétienté, mais qui est aussi celui des zoroastriens, qui est aussi celui de l'islam. Ben, simplement, c'est des divergences de religion. Bon, puis vous avez un troisième, et encore, ça change, parce que dans l'anti-judaïsme de Voltaire, quel judaïsme vise-t-il? Le judaïsme yavéique, c'est-à-dire l'antisémitisme, le judaïsme de la Torah, le mosaïsme, et à peu près jusqu'à 70, la destruction du temple. Il y a un autre judaïsme, c'est celui que nous connaissons maintenant, c'est le judaïsme rabbinique, le judaïsme talmudique qui a été condensé dans les deux Talmuds, celui de Babylone, celui de Jérusalem, et qui n'a rien à voir avec le premier. Pas rien à voir, parce que ceci est ça. Mais si vous voulez, aujourd'hui, le Talmud est à égalité d'autorité avec la Torah. Bon, à l'époque du Christ ou avant le Christ, il n'était évidemment pas question que ce soit comme ça. Donc, ce nouveau judaïsme est, il faut bien le comprendre, postérieur au christianisme. Le christianisme est le fils du judaïsme, la suite du judaïsme yavéique, mais n'a rien à voir avec le judaïsme rabbinique, ça me paraît clair. Donc, pour en revenir à Voltaire, Voltaire était contre le judaïsme antique. Pourquoi ? Parce qu'il était antichrétien et il critiquait par ce biais le christianisme. Mais il n'est pas. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un comme beaucoup de gens qui simplement critiquent le Talmud. Voilà. Donc il n'y a pas d'unité dans tout cela. Il n'y a pas de fonction définie. Et alors, si on va à ce qui est appelé antisémitisme aujourd'hui, c'est-à-dire l'anti-judaïsme politique, qui remonte à peu près aux années entre 1850 et 1950, mais il n'y a pas non plus de définition commune. Un Maurras n'a rien à voir avec un Hitler, mais le marquis de Morès et Aristide Bruand non plus. L'erreur fondamentale, c'est de mettre tout ça dans un mot, et à partir de là, vous êtes pépère, parce que si quelqu'un lève une oreille, paf, antisémite, dehors. Voilà, c'est ça le piège. Je voulais simplement terminer par ceci, parce que ce qui est aujourd'hui le plus inquiétant, c'est les 1000 manières qu'a la révolution arc-en-ciel de se débarrasser de tout ce qui s'oppose à elle. Parce que nous avons bien vu ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, mais elle suscite quand même, chez les gens qui ont encore 2 doigts de liberté d'esprit et un peu de volonté, une révolte. Et pour que cette révolte soit réduite à néant, pour que le chien n'ait pas envie du tout de redevenir loup, il faut dire attention. Chien, si tu deviens loup, tu es antisémite, chien. Reste chien.
voilà ton collier. Eh bien, je vous invite simplement à garder votre cou libre du collier.